8h13 sur Europe 1. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le président par intérim du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, député de Paris. Merci d'être avec nous ce matin car vous vous êtes couché tard. Soirée mouvementée, une de plus hier à l'Assemblée nationale. Tu vas la fermer. Voilà le gentil mot du député de la Guadeloupe, Olivier Servat, à l'adresse de l'un de vos collègues. De mon adresse. Ouais, c'était pour vous, d'accord. Parce que on voit pas à l'image à qui ça s'adresse exactement, mais donc c'était pour vous. Il interpellait votre groupe, Sylvain Maillard, sur la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid. C'était une proposition de la France Insoumise, face à laquelle Renaissance a opposé une obstruction parlementaire improvisée pour jouer la montre. Il y a plusieurs choses dans cette affaire-là. Il y a la question des réintégrations des soignants, on va en parler, mais d'abord, il y a cette situation dans laquelle vous vous trouvez en minorité, et pour tenir, il fallait tenir jusqu'à minuit, fin de la niche parlementaire de la France Insoumise. Il fallait jouer la montre via cette technique qui est désormais bien connue, de l'obstruction parlementaire avec des amendements de circonstance. Bon, quelle leçon vous retirez de tout ça? Qu'est-ce que ça donne comme impression, d'après vous, de ce spectacle parlementaire aux Français? D'abord, cette journée, elle a commencé par un très beau texte consensuel qui a été co-construit, un texte qui était porté par la France Insoumise, mais sur la constitutionnalisation de l'IVG, et qui a été co-construit, que nous avons pu faire aboutir et que nous avons voté à une grande majorité à l'Assemblée nationale. Et donc cette journée s'est extrêmement bien passée. Voilà. Donc, ce qui se passe dans la construction... Donc au début de l'après-midi, ça va bien, et puis ça se tord un petit peu au fil de la séance. D'abord, le texte sur la corrida que tout le monde attendait, dont tout le monde entendait parler, ils refusent le débat, ils enlèvent, la France Insoumise enlève directement son texte après qu'Aymeric Caron ait pu juste parler un peu de façon impromptue. Vous dites qu'ils refusent le débat? Ce sont les Insoumis qui ont refusé le débat? Eux parlent et puis ils enlèvent le texte. Donc on a trouvé ça extrêmement étonnant. En disant, oui, mais il y a une pluie d'amendements d'obstruction, tout ça dans le but de retarder l'adoption du texte. En réalité, on aurait pu faire l'ensemble de ce qu'on appelle la DG, donc la déclaration générale, la discussion générale, que l'ensemble des groupes puissent dire ce qu'ils en pensent. Oui. Et ensuite, il y avait un premier amendement qui est un amendement de suppression. Donc, il disait, est-ce qu'on est pour ou on est contre? Oui. Au fond, on aurait dû aller à ce vote-là. Peut-être à titre personnel, vous auriez voté pour ou contre l'interdiction de la corrida? Vous connaissez, on avait une ligne. Moi, j'étais pour l'interdiction de la corrida. D'ailleurs, cette position était connue. C'est une position qui n'est pas évidemment la majorité de mon groupe. Vous auriez souhaité donc que la proposition d'Aymeric Caron aille jusqu'au bout? Je l'ai toujours dit. Je suis contre depuis des années contre la corrida. Mais c'est un sujet qui est derrière nous. Ils ont refusé ce débat. Puis ensuite, ils sont arrivés avec un texte qui était en 5e position. Ils ont enlevé d'autres textes. Oui. Ils avaient chargé le programme pour leur niche parlementaire. Exactement, sur lequel nous, l'ensemble des députés et les députés Renaissance avaient travaillé. Mais en commission, avaient beaucoup travaillé dessus. Et donc, au fond, leur travail ne servait à rien. Et on est arrivé sur un texte. Ils ont choisi un texte anti-vax. Anti-vax, complotiste, avec une sorte d'alliance entre le Rassemblement national, la France Insoumise et les différents députés d'outre-mer, sur des propos qui étaient juste insupportables et inentendables. Donc nous avons fait notre travail, c'est-à-dire combattre ces idées complotistes et ces idées anti-vax. Et oui, ça a été une séance, je le reconnais, difficile, mais nous avons tenu pied à pied contre ces théories complotistes et anti-vax. Mais pardonnez-moi Sylvain Maillard, mais c'est complotiste et anti-vax de prôner la réintégration des soignants qui maintenant, depuis plus de 400 jours, sont écartés de leur métier d'hospitalier parce qu'ils ont refusé la vaccination contre le Covid, dont on sait d'ailleurs que ces vaccins aujourd'hui n'empêchent pas la transmission du vaccin. Le savoir scientifique a progressé pour finalement s'avérer être un argument qu'il pouvait opposer à cette vaccination, Sylvain Maillard. Les hautes autorités... C'est pas une question simple. Nous on écoute les scientifiques. Vous savez, la majorité, le gouvernement, ils écoutent les scientifiques. Moi, je suis pas médecin. C'est pas moi qui peux dire si on peut être soignant et être soignant et ne pas être vacciné contre le Covid. La seule chose, c'est qu'ils ont fait un micmac en disant, comme il manque des soignants à l'hôpital, au fond, réintégrons tout le monde. Attendez, et en disant une chose assez simple, je vais juste terminer là-dessus, en disant une chose assez simple, au fond. Le vaccin contre la Covid, passons outre, mais au fond, dans les débats, et entre autres en commission, qui se sont dit, c'est qu'au fond, les vaccins en général
passons outre. Du moment qu'on cherche du monde, prenons n'importe quel soignant. Non, mais j'entends ce que vous dites, contre ça. Nous luttons contre cette idée complotiste qu'au fond, les vaccins, c'est quand même dangereux. Mais est-ce que vous jetez pas un peu le bébé avec l'eau du bain quand vous dites des antivax soutiennent l'idée de réintégrer les soignants qui ne sont pas vaccinés, donc c'est une proposition antivax. Est-ce que il n'y a pas de discussion sur le sujet? C'est notre vendredi thématique sur Europe 1, on parle de la crise hospitalière et on voit bien que ces 1000 à 5000 soignants écartés, ça ferait du bien de les réintégrer. La haute autorité scientifique est saisie de ce sujet-là. C'est pas un sujet mais c'est un sujet d'éthique. C'est un sujet d'éthique. C'est pas un sujet médical. Hein. C'est un sujet d'éthique. C'est un sujet qui est tout de même un sujet médical où à un moment il faut. Braun, un ministre de la Santé. Hier soir, qui a parfaitement expliqué la situation en disant tant que nous n'avons pas d'avis favorable, il est normal de se réfugier derrière une réponse scientifique. Moi, je veux qu'on remette de la science, qu'on arrête de mettre des croyances je pense qu'il suffit d'eux. Mettons de la science. Nous sommes la France, nous sommes le pays des scientifiques, le pays des Lumières. Arrêtons de nous réfugier vers des solutions faciles. Et la facilité, ce serait finalement de réintégrer tout le monde. Et qu'au fond, le vaccin... on s'en passe. Oui, mais enfin, on sait maintenant que le vaccin, en l'occurrence, n'empêchait pas les contaminations. Je me permets d'insister, Sylvain Maillard. C'est encore une fois, ce n'est pas vrai. Quand vous êtes vacciné, pas vrai ce que je vous dis n'est pas vrai. Non, parce que vous le dites de façon péremptoire. Quand vous êtes vacciné, vous avez moins de chances de transmettre le virus, et surtout vous êtes moins infecté, et donc vous êtes moins atteint. Moi, encore une fois. Écoutons les scientifiques. Je ne suis moi-même pas scientifique. Vous n'êtes probablement vous-même pas scientifique. Vous faites un autre métier de journaliste. Moi, justement, ce que je vous dis, ça vient des laboratoires. Écoutons, même s'il n'y a pas forcément toujours du consensus, mais il y a toujours un consensus global. Écoutons-les et faisons en sorte de protéger notre santé, protéger France. Moi, imaginez-vous, vous avez votre maman, votre papa âgé dans l'hôpital qui serait contaminé par un soignant non vacciné qui a le Covid. On le sait. Hein. Ouais, ok. Ouais. Mais qu'en penseriez-vous? Est-ce que vous penseriez qu'au fond, on a fait tout en sorte pour le protéger? C'est aussi pour ça que les soignants, d'autant plus, doivent être vaccinés, parce qu'en fait, ils protègent leurs patients. Et leur raison d'être, leur métier, c'est d'aider les soignants, d'aider les patients. Autre sujet, il y a beaucoup d'actualités. Alors vous avez voté, vous l'avez dit, avec la France Insoumise en faveur de l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans la Constitution. Est-ce qu'il y avait péril en la demeure à propos de l'IVG, vous pensez ? Nous avons une majorité, au-delà de notre majorité, dans l'hémicycle, on l'a vu hier, pour pouvoir voter et constitutionnaliser l'IVG. Pourquoi nous l'avons fait? On regarde les exemples, évidemment on a beaucoup parlé des exemples aux États-Unis, mais regardez ce qui se passe en Europe, en Hongrie, en Pologne, maintenant en Italie. On voit que le droit des femmes est remis en question. Et ce droit, principalement, qui est un des droits les plus symboliques, peut être remis un jour en question. Et donc, une précaution. Comme nous avons cette majorité, plus large que la majorité présidentielle, plus large pour le voter, nous disons c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est une précaution supplémentaire et faire qu'on ne reviendra pas en arrière en France. Mais c'est-à-dire qu'on va figer les règles actuelles de l'IVG ou comment ça va se passer? On va constituer le droit à l'IVG, c'est-à-dire dire que c'est un droit sur lequel qui est un droit limité, on le rappelle quand même. Sur lequel il y a des délais, il y a une clause de conscience des médecins, etc. Bien sûr, d'ailleurs c'était des propos forts tenus hier dans l'hémicycle, mais de faire en sorte qu'une loi ne pourra pas revenir sur le droit à l'IVG. Une simple loi votée par une autre majorité dans un autre temps en France ne pourra pas revenir sur le droit à l'IVG parce que ce sera inscrit dans la Constitution. On protège d'une loi de circonstance le droit à l'avortement. Mais j'insiste, vous allez figer les règles ou est-ce que vous allez laisser nous figeons le droit, mais pas les règles, évidemment. Le droit, mais pas les règles. Bien sûr. D'accord. Le président de la République se rend aujourd'hui à Dijon pour relancer ce qui avait été la grande cause de son premier quinquennat, la lutte des violences faites aux femmes, Sylvain Maillard. Alors, tout ça se passe en plus en plein rebondissement de l'affaire Quatennens. Il y a évidemment une lecture politique, peut-être aussi de ce déplacement présidentiel. Est-ce que vous donnerez des suites parlementaires à ce geste présidentiel? Qu'est-ce que vous envisagez, vous pensez pouvoir faire de plus dans cette lutte contre les violences faites aux femmes? Oui, il faudra toujours accompagner les femmes. La parole, c'est largement libéré, mais pas encore assez, de faire en sorte de toujours mieux accueillir par nos policiers qui sont tous formés maintenant pour accueillir la parole des femmes. Mais il faut encore améliorer, faire en sorte que toutes les violences intrafamiliales
tout ce qui, d'ailleurs, quand on voit les chiffres qui explosent, ça veut dire que la parole aussi s'est libérée. Il faut pouvoir mieux les accompagner. On a d'autres exemples à l'étranger qui ont montré que en pointant, en accompagnant principalement le parcours des femmes, il n'y a pas que des femmes, mais principalement les femmes, en accompagnant ce parcours pour pouvoir dire ce qu'elles vivent, en fait, facilite la prise de conscience et fait baisser ce nombre de violences intrafamiliales. Il y a aussi cette histoire terrible dans l'actualité, Sylvain Maillard, de cette femme violée à l'hôpital par un Jordanien de 22 ans sous au moins double OQTF. Il évoluait sous 2 identités. Bon, rien ne va dans cette affaire. Il y a le problème de la sécurité à l'hôpital, la situation de cet homme illégalement sur le sol français. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette histoire ? Oui, bien sûr, c'est insupportable. Ce qu'il faut toujours, quand vous faites de la politique, vous savez, c'est entre les faits divers aussi insupportable que celui que vous venez de donner et garder la tête froide pour tenir une politique pour l'ensemble des Français. Donc oui, il faut toujours... Mais il n'y a pas une leçon politique dans cette histoire-là quand même ? Sur les OQTF, le fait de pouvoir... Les deux. Que ce soit la sécurité à l'hôpital, la situation, les OQTF. Dans quelques semaines, on aura une loi sur... aussi l'organisation, ce qu'on appelle asile, immigration, et de faire en sorte que les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire, puissent être mieux exécutées, mieux encadrées, de faire en sorte que quand elles sont prononcées, elles soient plus largement exécutées. Même si le nombre s'est bien amélioré, il nous faut être encore plus efficace là-dessus. C'est aussi cette loi que va porter Gérald Darmanin dans quelques semaines. Bon, Sylvain Maillard, je rappelle, vous êtes député de Paris, vous êtes président par intérim du groupe parlementaire Renaissance à l'Assemblée. Il y a cette embarrassante affaire pour Emmanuel Macron. Le Parisien a révélé hier que le parquet national financier a ouvert mi-octobre à la suite notamment de plaintes d'élus et d'associations 2 informations judiciaires sur des soupçons de financement illégal de ces 2 campagnes présidentielles. Alors en fait, la justice cherche à savoir si les cabinets de conseil, dont McKinsey, n'ont pas fait bénéficier au candidat Macron de travaux, d'expertise qui n'ont pas été comptabilisés dans les dépenses de campagne. Un commentaire ? Écoutez, laissons travailler le parquet national financier. Laissons la police faire son travail, c'est ça ? Oui, je crois qu'il faut être serein et laisser surtout sereinement travailler. Il n'y a pas à commenter... ça rappelle un peu l'affaire Big Malion, Nicolas Sarkozy, tout ça. Attendez, vous parlez d'une affaire devant la justice, et là vous parlez d'une ouverture d'enquête. Vous voyez, en fait, l'idée c'est quoi ? C'est que quand on en parle justement, c'est d'être infamant. C'est qu'au fond, vous dites une ouverture d'enquête est un procès ou une condamnation. Mais moi, je vous dis, le parquet national financier doit pouvoir enquêter partout, sereinement, et donc faire vous son dites travail. Pas justice politique, comme on a pu l'entendre dans la bouche d'autres candidats d'autres partis. Peut-être qu'ils ont peur. La justice... Vous êtes serein ? Oui, la justice doit pouvoir enquêter. Il y a un dépôt de plainte, le parquet national financier, et puis montre qu'il est indépendant, va enquêter, et puis sereinement. Voilà. Mais on voit un PNF qui tire un peu la pelote finalement du film McKinsey suite à l'enquête, au rapport parlementaire, au rapport sénatorial qui était paru au printemps. Cette proximité quand même, c'est troublant, c'est gênant. On a vu que ça avait choqué une partie importante de la population française. Sylvain Maillard, non ? Est-ce que la justice a condamné quoi que ce soit pour le moment ? Non. Est-ce qu'elle enquête ? Vous dites oui. Très bien, ça veut dire que, au contraire, je pense que tous les Français peuvent être juste contents de dire, finalement, puisqu'il y a une sorte de soupçon organisé, le parquet national financier peut mener son enquête et très sereinement, très calmement. Moi, je crois qu'il faut faire aucune pression sur qui que ce soit et laisser la justice suivre son cours. Il y a rien à cacher. Donc, vous savez, on revient un peu tous cette notion un peu toujours de complotiste. Laissons tranquillement la justice enquêter et arrêtons de penser parce qu'il y a une ouverture d'enquête, c'est infamant. Non, c'est juste le travail de la justice, de la police. C'est très bien. On est en démocratie, on a cette chance-là. Non, on va finir sur une touche encourageante, une touche un peu plus souriante. Vous portez une proposition de loi pour développer une sorte d'Erasmus de l'apprentissage. On sait que ça cartonne l'apprentissage en ce moment. Vous souhaitez que nos apprentis, les futurs apprentis, puissent aller connaître l'expérience à l'étranger dont bénéficient beaucoup d'universitaires. Et jusqu'ici, il n'y avait pas accès. Exactement. Le propos du président de la République pendant sa campagne 2022, c'est que chaque jeune puisse avoir une expérience en Europe. Chaque jeune. Et donc évidemment, quand vous avez fait des études universitaires, comme vous l'avez dit, on a plus facilement accès à Erasmus, donc un échange avec une autre université ou une autre école en Europe.
je souhaite, avec mon groupe Renaissance, que chaque apprenti puisse avoir cette expérience, s'il le souhaite, avec d'échanges dans le travail ou bien scolairement au cours de sa formation. Et je crois que ça va encore plus booster l'apprentissage. Il faut que chacun de nos jeunes puisse avoir cette expérience. Et donc, il fallait un volet législatif pour le faire fonctionner. Et donc, c'est ce que j'espère nous allons porter début janvier. Merci Sylvain Maillard d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes député de Paris et donc président par intérim du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonne journée, bon week-end à vous.